Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur LCI, sur le canal 15, changement de numéro et vous l'avez compris, pas changement de cap. Notre ambition, c'est toujours de donner du sens à l'info, de décrypter les grands enjeux, de vous permettre de vous faire une opinion. Vous êtes au bon endroit, le meilleur de l'info c'est sur LCI et permettez-moi de vous dire à titre personnel que je suis très heureux de retrouver cette chaîne après 11 mois d'escapade, très heureux donc de rentrer au bercail et d'être de retour à la maison LCI. Voilà, tout de suite je vous propose de retrouver le grand journal de 15h, le journal présenté par Kadi Adoumdouas. Merci Eric et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, il est tout juste 15h donc et c'est l'une des principales informations de l'actualité en France. Ce trafic de drogue impliquant des agents de l'aéroport de Roissy, un intra-réseau démantelé, 7 personnes ont été mises en examen, une enquête édifiante entre la France et le Brésil qui vient d'être mise au jour. Entre 20 et 50 kilos de cocaïne par mois auraient ainsi été extraites grâce à la complicité des agents de l'aéroport. Parmi le matériel saisi, une arme de poing, des munitions, un gilet pare-balles ou encore plus de 100 000 € en argent liquide. Autre titre de l'actualité, un détenu soupçonné de meurtre est activement recherché après s'être évadé du tribunal de Versailles. Le jeune homme de 19 ans a pris la fuite alors qu'il attendait son jugement aux alentours de 21h30 hier soir. Peu avant minuit, il serait monté de force dans un véhicule pour se faire déposer à la gare de Versailles. L'enquête avance 2 jours après le tragique incendie de Reims. Une trottinette électrique serait à l'origine du départ de feu dans lequel ont péri 4 personnes. 4 personnes dont un enfant dans un immeuble HLM. C'est ce qu'annonce ce matin le procureur de la ville. Le procureur qui précise que les batteries de ces appareils sont extrêmement difficiles à éteindre, conséquence de la violence et la rapidité de la propagation de cet incendie. Direction l'Auvergne. À l'image de nombreux départements ces dernières semaines, le Puy-de-Dôme a été touché par de violents orages de grêle. Presque aussitôt, des démarcheurs ont proposé leurs services pour réparer aux particuliers. De faux artisans, mais une arnaque, vous allez le voir, bien réelle. Exemple à Tours-sur-Mermont. Reportage signé Suzy Muselet. Regardez. Vous avec impact positif. La France en passe de devenir pionnière au niveau mondial avec son projet de loi contre la fast fashion. Le vote solennel arrive mardi devant le Sénat. On en parle avec Sylvia Micone et son invité. Nous, on se retrouve juste après. Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition et des projets à impact. Et on va parler ce week-end de la fast fashion avec vous, Julia Faure. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente d'Impact France, c'est l'équivalent du MEDEF, mais pour les entreprises à impact. Vous êtes à la tête de votre propre marque de vêtements Loom et vous faites partie du collectif En Mode Climat. Alors on est dans une phase très intéressante pour vous. Les sénateurs doivent voter solennellement mardi l'ensemble du texte qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Cela fait longtemps qu'on attendait ce texte. Il avait été voté par l'Assemblée en mars 2024. Le Sénat a essayé de le recentrer sur la fast fashion, la mode ultra express. Donc ça veut dire que pour certaines choses, la définition, elle s'est un peu rétrécie. Zara, Kiabi ou H&M échappent peut-être à cette définition. Shein et Temu sont particulièrement visés par ce projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez, Julia Faure? Est-ce que c'est malgré tout une bonne chose? Moi, j'ai eu très peur quand j'ai vu le texte qui est sorti de la commission du Sénat. Parce qu'en fait, pour refaire l'historique, effectivement, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité une loi qui doit freiner toute la fast fashion. Ouais. Certes, l'ultra fast fashion, ces plateformes comme Shein et Temu dont on parle beaucoup, mais aussi cette fast fashion historique, les Primark, les Iman, les Zara, les H&M, qui est responsable de la crise économique et écologique du secteur textile. Et en fait, quand le texte sort de la commission du Sénat, l'ambition des sénateurs est complètement recentrée. Ils disent on ne veut plus toucher
on ne veut toucher que Chine et Temu. Ouais. Et ça pose 2 problèmes. Le premier, comme je vous dis, c'est on touche que la partie émergée de l'iceberg. La crise écologique et économique du secteur textile était là bien avant ces plateformes chinoises. D'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission. Tout à fait, elles l'ont accéléré. Tout à fait. Mais surtout, en fait, en tordant le texte pour toucher certaines marques de fast fashion et pas d'autres, on risquait de rendre le texte inefficace pour tout le monde. C'est un petit peu, moi, ce qui m'avait inquiété à la sortie du texte du Sénat. On avait des critères flous, ça renvoyait beaucoup au décret, à des choses qui allaient être hors texte. Et moi, j'ai été assez agréablement surprise par ce qui est sorti finalement des débats du Sénat, parce que en fait il y a une réintroduction de l'interdiction totale de la publicité pour les marques d'ultra fast fashion, et ça, moi, je trouve que c'est normal que cette partie-là du texte cible uniquement l'ultra fast fashion et non pas toute la fast fashion, parce que la particularité de ces marques d'ultra fast fashion, c'est leur usage extrêmement intensif de la publicité. En fait, comme c'est des plateformes qui sont uniquement en ligne, leur seul moyen de se faire connaître, c'est par la publicité. Donc, elles dédient une grosse partie de leur budget. Donc, moi, ça me dérange pas que le texte cible uniquement l'ultra fast fashion sur l'interdiction de la publicité. Et ensuite, la deuxième partie du texte, c'est effectivement des pénalités en fonction de l'impact environnemental du vêtement. Et là, rien dans le texte ne dit que ça va cibler seulement l'ultra fast fashion. Alors il va falloir préciser ça dans la prochaine étape de l'écriture de cette loi, mais pour l'instant, on a une loi qui interdit la publicité pour les marques d'ultra fast fashion et qui met des pénalités progressives et significatives pour les marques qui produisent les vêtements les plus polluants. Donc je suis satisfaite. Ben voilà, en fait, vous, ça fait des années que vous militez, que ce soit en mode climat, effectivement, avec votre propre marque, etc., et dans différentes instances. Vous vous dites, ça y est, on y arrive peu à peu, finalement ? Je pense que ce à quoi on arrive, c'est à la prise de conscience de tout ce qu'on perd en ne régulant pas le secteur textile, tout ce qu'on perd en ne régulant pas la fast fashion. Et effectivement, alors la loi votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'était quand même un signe fort, mais même si vous regardez les discours d'introduction des sénateurs avant les débats de cette loi, tout le monde fait le même constat de qu'est-ce qu'on a perdu en termes d'industrie, en termes de petit commerce, en termes de souveraineté, qu'est-ce que ça génère en termes de pollution, en termes de complications pour le secteur de la seconde main. En fait, ce qui me rend assez heureuse, c'est qu'on arrive à ce constat commun en tant que pays. Cette fast fashion n'est pas bonne pour nous, il nous faut la réguler, et donc ça se transcrit enfin dans la loi. Mais je trouve que ce qui est extrêmement dur, c'est que les lois ne sont jamais en avance sur leur époque. Il faut déjà que les crises soient là, que la fast fashion est détruite autant pour qu'on en prenne conscience en tant que société, pour que nos politiques en prennent conscience et pour réguler. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été détruites entre-temps, et c'est toujours ça qui est dommage. Est-ce qu'on en prend réellement conscience ? Regardons justement quelques chiffres. Entre 2010 et 2023, les vêtements mis sur le marché sont passés de 2,3 milliards à 3,2 milliards. Il y a plus de 48 habits par habitant qui sont mis sur le marché chaque année en France, et 35 qui sont jetés chaque seconde en France. C'est l'ADEME qui le dit. On est dans un monde de la surconsommation. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, Julia Faure. Ouais, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience du citoyen, c'est pas la même chose que la prise de conscience du politique. Je pense qu'en tant que citoyen ou en tant que politique, etc., on se rend compte du danger de la fast fashion, de combien ça fait du mal de manière globale à notre économie, à notre société. Et en tant que consommateur, on veut juste dépenser le moins possible pour ses vêtements. C'est presque un réflexe. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des lois pour protéger le citoyen en nous, et parce que si on donne le plein pouvoir aux consommateurs, ça nous tire vraiment dans la mauvaise direction. Parce qu'il faut avoir quand même quelque chose en tête. Quand, en tant que consommateur, on paye le moins cher possible, c'est-à-dire que les coûts, ils se répercutent ailleurs. Donc, un t-shirt à 4 €, ça veut dire qu'il a été produit dans des conditions qui sont bien sûr catastrophiques, mais ça veut dire aussi qu'il est vendu dans des mauvaises conditions. Ça veut dire que les gens qui sont payés pour nous vendre ces vêtements, ils vont rarement être payés plus que le SMIC, ils vont faire des horaires à rallonge, des heures sup pas payées. Sans parler de tout ce qui vient en amont. Voilà, sans parler. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes là qui sont sorties sur les conditions de travail chez Kiabi ou chez Primark, qui montrent ça, qui montrent que vraiment les conditions de travail des vendeurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent en France, sont déplorables. Et c'est normal, quand on essaie de tirer les prix toujours plus vers le bas, on rogne sur tout. Merci beaucoup, Julia Faure, d'être venue dans Impact Positif sur LCI, une émission que vous pouvez voir en replay sur tf1info.fr, et bien sûr c'est aussi un podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Julia Faure. Merci à vous.
Et le message est passé. Focus à présent sur les 3 images de la semaine que vous avez sélectionnées. Emma Barrier. Oui, on commence avec cette image impressionnante de l'Etna en éruption. Une immense colonne de cendres, de gaz et de roches d'environ 6,5 km de hauteur s'est échappée du volcan lundi. D'après des experts en volcanologie, cette éruption serait due à l'effondrement d'une partie de son cratère. Cela a entraîné ensuite une coulée du même type qui n'a heureusement pas atteint de zone fréquentée par les touristes. Aucun danger pour la population n'a été signalé. Pour rappel, l'Etna, c'est le plus grand volcan actif du monde. Rien que sur les derniers mois, il est déjà entré en éruption 14 fois. Retour en France ensuite avec cette image d'Emmanuel Macron en cire, souriant devant un drapeau russe et des panneaux et slogans dénonçant les importations françaises de gaz et d'engrais russes. Quelques heures plus tôt, la statue du président a été volée au musée Grévin par des militants de Greenpeace qui l'ont ensuite placée symboliquement devant l'ambassade de la Russie pour une action visant à dénoncer les liens économiques entre Paris et Moscou. Sur la photo, on peut notamment lire Business is business ou encore l'Ukraine brûle, le commerce continue. La police est ensuite rapidement intervenue et la statue a été retournée au musée. Et pour finir, une photo de celle qui nous a fait rêver à Roland-Garros cette semaine. Loïs Boisson allongée sur la terre battue du cours Philippe Chatrier après s'être qualifiée en demi-finale. Sur le dos, les mains qui lui cachent le visage, la jeune Dijonnaise de 22 ans peine à réaliser l'exploit qu'elle vient de faire. Pour son premier tournoi du Grand Chelem, celle qui était classée 361e mondiale a battu la 3e puis la 6e mondiale en 8e et quart de finale. Malheureusement, son ascension fulgurante a pris fin jeudi soir lors de sa défaite face à l'américaine Coco Gauff en demi-finale. Merci beaucoup Emma Barrier. Tout de suite, vous retrouvez Brunet sans filtre. À tout à l'heure. Merci beaucoup Kadi. Mesdames et messieurs, on va tout de suite parler de la retraite parce que figurez-vous qu'il y a du nouveau sur la retraite en France. Autour de la table, je vous présente d'ailleurs ceux qui vont m'accompagner. Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Nous sommes avec Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI. Bonjour Frédéric. Léonidas Kalogeropoulos, avec toujours un nom aussi prononçable. Vous pourriez faire quelque chose, je ne sais pas, près de l'état civil, enlever quelques lettres. Bien. Hein, vous le faites tellement bien. Bonsoir. PDG, fondateur de Médiation et Arguments. Et nous sommes avec Jean-Marie Le Guen, ancien ministre socialiste, qui est avec nous. Jean-Marie Le Guen, bonjour. D'abord, il y a eu quelque chose, je ne sais pas si ça vous a échappé, là, cette semaine, au Parlement. Il y a eu un vote symbolique sur le retour à l'âge de 62 ans sur la retraite. Vous avez suivi ça, Frédéric Delpech ? Oui, c'était une... Il y a des votes symboliques maintenant au Parlement. On fait des votes symboliques, c'est cosmétique, quoi. C'est sympa, c'est symbolique. Disons que c'était une proposition de loi du Parti communiste qui a été votée d'ailleurs, proposition de loi qui a une portée uniquement symbolique. On abroge la dernière réforme des retraites, on revient sur l'âge de départ à 62 ans. C'était en quelque sorte fait pour... le Parti communiste a fait ça pour pousser les autres partis à officiellement se prononcer. Mais il y a une majorité de députés qui ont voté pour la proposition du Parti communiste. Oui, tout à fait. Attendez. Ce vote symbolique, c'est pas rien. Ça veut dire que la France, cinquième puissance du monde, la représentation parlementaire de la cinquième puissance du monde considère aujourd'hui, là, à l'instant T0, qu'il faudrait revenir à 62 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça sa prise de position. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans le sens de l'histoire. Enfin, en tous les cas, certainement pas dans le sens de l'arithmétique, celle que la Cour des comptes et que le corps viennent de rappeler. Qu'en pense l'ancien ministre socialiste qui est avec nous, Jean-Marie Le Guen ? Voilà, alors c'était symbolique. On va parler tout de suite des propositions du corps, mais quand même, ça en dit long sur ce que pensent les députés de ce pays. Il faut revenir à 62 ans.